Alors, les gars, j'attends toujours de voir si Luc... Oui, Luc est là, donc on est là pour le Oh forum oui, LNH. monsieur! Écoutez, on dit bonsoir à Andrew, tout d'abord. Andrew qui est avec nous. Bonsoir, messieurs. Salut bonsoir. Andrew, la glace est propre à Saint-Jérôme? Ouais, elle est très propre. Si vous savez écoutez, pas, les Andrew gars... short des Zamboni, voilà. Ah, ben oui. Oh! Ben oui. Faut le Les mentionner. Goners. Oh, oui, c'est le king de la Zamboni. Et voilà. Sur toute la rive nord. Donc, on le salue. Écoutez, plusieurs actualités là, cette semaine dans la LNH. Mais tout d'abord, Alexander Ovechkin et Sidney Crosby, les gars, ils sont en feu pour commencer la saison. Imaginez Alexander Ovechkin, 39 ans qu'il vient d'avoir, et puis il a 7 buts en 11 matchs. Andrew, écoute, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu t'attendais à une saison comme ça pour Alexander Ovechkin? Honnêtement, là, les boys, pas vraiment. Les Capitals, selon moi, dans l'Est, c'est la surprise cette année. C'est une équipe qui marque énormément de buts. Ils sont 6e pour les buts marqués. Ils sont 6e également pour les buts alloués dans toute la Ligue nationale. Selon moi, les Capitals, c'est la surprise de l'année. Que dire de Dylan Strome, son partenaire de trio, qui est sensationnel, qui a plus d'1 point par match, 17 points en 11 matchs. C'est vraiment une révélation cette année. Strome ne fait que s'améliorer depuis qu'il est membre des Capitals de Washington. Puis, fait à noter aussi, c'est ça qui me surprend le plus, c'est qu'on n'accorde pas beaucoup de buts du côté des Capitals, malgré qu'on en marque beaucoup. Puis ça, je pense, c'est ça qui est révélateur cette année. Puis c'est pour ça que les Capitals sont dans une bonne posture cette année. Puis c'est vraiment, selon moi, la surprise. Puis Ovechkin, il n'a pas changé ses habitudes. Tu le regardes, là, je regardais des highlights juste avant de rentrer en ongle de Ovechkin. Il est toujours garé dans le cercle rouge, dans les hash marks, puis il attend la rondelle en avantage numérique. Il est toujours là. C'est pas le gars qui va le plus patiner, c'est pas le plus travaillant, mais il se positionne, puis c'est une habitude, puis il change pas ses bonnes habitudes, puis ça fonctionne. Donc, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Absolument. Ouais, puis que dire de Connor McMichael aussi? On a un autre Connor Mc qui est pas pire. Ouais, ben McMichael, il est surprenant, 12 points en 11 matchs, mais il y a aussi une autre révélation chez les Capitals cette année, c'est Alexis Protas, qui est un gros joueur en passant, un gars qui frappe, un gars qui aime ça aller dans les coins, puis offensivement, il est présent cette année. Puis c'est pas juste les gros canons des Capitals qui sont là, c'est ça aussi le détail, c'est que c'est les joueurs de profondeur qui viennent appuyer l'offensive. Ouais. Puis ça fait peut-être de ça aussi la réussite des Capitals, c'est pas pour rien qu'ils ont une fiche de 8 victoires, 3 revers. Donc, honnêtement, là, c'est beau à les voir jouer. Là. Quand on a vu le match contre les Canadiens, là, on voyait que les Capitals étaient dans une classe à part par rapport aux Canadiens. Donc, non, chapeau aux Capitals cette année, sont jusqu'à présent. C'est encore à suivre. On est dans le premier quart de la saison, mais jusqu'à présent, sont très surprenants. Il y a une acquisition super intéressante aussi du côté des Capitals. En fait, plusieurs acquisitions. Matt Roy, ça fait vraiment du bien là, en défensive. Jacob Chikrin aussi qui est... Écoute, on parle d'Ovechkin qui est comme relancé malgré son âge. Je veux juste dire que John Carlson, c'est le défenseur le plus utilisé de la Ligue nationale présentement. Ça, il joue très, très bon hockey et aide grandement au succès des Capitals. Et là, je suis allé voir pendant qu'Andrew parlait rapidement, mais le succès des gardiens de but n'est pas tant là. On goal en bas de 900, autant pour Charlie Lindgren que Logan Thompson. Fait que la production offensive est vraiment, vraiment bonne. Puis pour ce qui est d'Ovechkin, ben écoutez, comme Andrew l'a dit, 63,2% d'efficacité dans les hash marks pour marquer les buts et plus de 50% à la ligne bleue. Donc, ça veut dire que l'avantage numérique, ça y va par là. Et d'ailleurs, Dylan Strome m'a fait rire en conférence de presse un peu plus tôt dans la semaine. Il dit quand ton instinct te dit de passer la rondelle à un gars qui a marqué 860 buts dans le show, tu le fais. Puis en ce moment, on semble vraiment avoir une certaine symbiose, là, autant que ça soit au niveau de Dylan Strome qu'Alex Ovechkin. Ovechkin, mettons qu'il y a souvent le petit cercle vert en dessous de lui là, depuis la nouvelle mise à jour de NHL. Là. Alors, après cette saison, ça fonctionne bien de ce côté-là avec ce petit glitch. Luc, on va parler aussi de Sidney Crosby qui a plus d'1 point par match cette saison, 15 points en 14 rencontres, 6 buts, 9 passes. Qui est-ce qui t'impressionne le plus en ce début de saison, Crosby ou Ovechkin? Je vais dire Crosby, puis écoute, j'enlève rien absolument à Alexander Ovechkin. Il fait de l'excellent travail. Même à 39 ans, il a quand même de l'énergie et tout. T'sais.
je peux rien enlever à Alexander Ovechkin. Sauf que la réalité, c'est que les Capitals ont fait un meilleur travail sur le long terme que les Pingouins. Je m'explique. Les Pingouins tentaient d'y aller tout le temps pour le gros coup de circuit, même lorsqu'ils n'étaient plus prétendants à la Coupe Stanley. Mhm. Et il y a une conséquence à ça, c'est-à-dire que maintenant, tu te retrouves avec des jeunes espoirs au repêchage qui ne peuvent pas jouer dans la Ligue nationale de hockey, ce qui fait en sorte que tes vieux de 35 ans et plus sont surutilisés pour la quantité que tu as dans ton équipe. Et il est là le problème. Tandis qu'à Washington, oui, on a fait des transactions, un peu comme les Pingouins ont fait d'ailleurs. C'est-à-dire, on va aller chercher des vétérans dans la fin vingtaine ou dans la début trentaine pour venir vraiment entourer Ovechkin. La différence, puis je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes au sein des Capitals qui ont joué avec les Bears de Hershey, ont gagné 2 fois le trophée Calder, savent maintenant quoi jouer professionnel et de gagner. Donc, c'est sûr que ça l'amène beaucoup à un afflux sanguin au sein de la formation qui est vraiment appréciable, tandis que les Pingouins, c'est l'inverse. On cherche à savoir, OK, Carlson à 8 millions, Crosby à 8,7, Malkin à 9, Le Temps à 6. On se demande qui est-ce qu'on peut faire jouer avec ces joueurs-là, alors qu'en réalité, tu te retrouves dans la même situation qu'une organisation à peu près comme les Oilers, comme les Leafs, où est-ce que ton noyau de 40 millions, il n'est plus à 25-26 ans, il est à 35 et 36 ans. Et c'est ça qui est dommage pour les Pingouins, et ce qui fait en sorte que les Pingouins, à mon avis, ne seront pas du tout des séries éliminatoires, même dans la lutte des séries, à moins d'un gros revirement de situation majeur. Il y a Crosby décide de finir la saison à 140 points, ce qui ne devrait pas arriver. Tu sais, les Pingouins, là, oui, c'est beau en ce moment, ils sont dans le melting pot, sauf que ils ont déjà 2 matchs de plus de jouer que les Capitals, 3 matchs de plus de jouer que les Capitals, 2 matchs de plus que les Sénateurs, les Blue Jackets. Ils ont 3 matchs de plus que les Red Wings de Détroit aussi. Fait qu'à un moment donné, tu arrives à un point où est-ce que, oui, les Capitals, moi, à mon avis, on a tenté le coup de circuit. Ça a été payant. Par contre, pour les Pingouins, malheureusement, c'est là qu'on voit la grosse différence puis ça fait mal. Absolument, absolument. Puis, écoute, c'est le début de la saison, mais déjà, on se souvient qu'au 15 novembre, à l'Action de grâce américaine, il y a une lourde tendance par rapport aux équipes qui sont dans les séries. Il y en a très peu qui réussissent à remonter. On en voit à chaque année une ou deux, mais vraiment pas tant que ça. Donc, effectivement, les Pens et d'autres équipes qui sont un peu dans le mix comme ça vont devoir aller chercher des bonnes séquences bientôt. Parlant de bonnes séquences, les Panthers de la Floride, 5 victoires consécutives. Donc, évidemment, on perd plus là, du côté des Panthers. En fait, ça fait pas loin de 2 épisodes du podcast là, que les Panthers n'ont pas perdu un match de hockey. On est allé en Finlande, on a battu les Stars 2 fois là-bas en temps réglementaire. Plus tôt dans la séquence aussi, on a battu les Rangers, les Islanders puis les Sabres. Écoute, les Panthers, ça en marque des buts. On a des matchs de 4, 5, 6 buts non-stop. Sam Reinhart a 10 buts déjà cette saison. Andrew, qu'est-ce que tu penses des Panthers et de leur succès? Surtout en considérant qu'ils ont fait la finale de la Coupe Stanley l'an passé. Puis des fois, on voit de la fatigue, mais clairement pas. Clairement pas. Écoute, ils ont de l'adrénaline dans le tapis. Écoute, les 3 meilleurs pointeurs des Panthers, c'est pas les Barkov, les Tkachuk, c'est les Lundell, c'est les Bennett, c'est les gars qui ont du chien, c'est les gars qui ont du caractère. Puis tu vois, ça les récompense parce que tu vois, Bennett joue tellement de l'excellent hockey. Lundell, même chose. Lundell, tu sais, c'était un gars qui jouait pas mal sur le 3e trio. Derrière Bennett, derrière Barkov au centre, puis derrière Tkachuk qui est à l'aile. Donc, tu sais, pour de vrai, cette équipe-là a tellement de profondeur. On dirait qu'un soir, si c'est pas Barkov qui marque, ben, ça va être quelqu'un d'autre. T'sais. Puis des fois aussi, on en parlait de la profondeur, comment est-ce que c'est important dans une équipe. Les Panthers ont ça sur tous les trios. C'est une équipe parfaite, puis c'est une équipe qui se complète tellement bien. Donc, le succès qu'ils connaissent, c'est pas surprenant, honnêtement. Là. Puis, ce qui est intéressant aussi dans les statistiques là, qu'on révèle, parce que oui, il y a 5 victoires consécutives, là, mais les Panthers sont meilleurs à l'étranger. Ils ont 6 victoires depuis le début de la saison à l'étranger, ce qui représente là, quasiment plus de la moitié de leur victoire. Donc, tu sais, c'est révélateur, ça, quand même. Là. Absolument. Absolument. Hugo, tu voulais ajouter? Ouais, ben j'allais dire, on récidive aussi en palliant des pertes. On a perdu, mettons, Ryan Lomberg, là, que ça fait vraiment mal. Il est retourné à Calgary. Vous avouez que l'acquisition d'AJ Greer, pour moi, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Thomas Mosek aussi sur un 4e trio. C'est de la rigueur, c'est de l'éthique de travail.
On parlait beaucoup de système d'instauration de culture. Ben, je vais vous dire une chose. Moi, je pense que Paul Maurice est en train de faire tout un job pour instaurer une culture là, en Floride. Et puis, ben, ça paraît dans le style de jeu. Non seulement on est capable d'être performant, on est capable de créer des opportunités à chaque match, mais il y a des joueurs aussi qui sont capables de saisir les opportunités qu'on leur donne. Je vous donne un exemple. Je parle de notamment Gustav Forsling. Avec le départ de Brandon Montour, Forsling a vraiment été capable de prendre sa place en Floride. Il était toujours reconnu un peu comme un défenseur qui était polyvalent, autant offensif que défensif. Mais cette année, là, il est vraiment, vraiment fiable. Et comme Andrew l'a dit, Anton Lundell sur un troisième trio en ce moment, c'est vraiment, vraiment bénéfique. C'est vraiment une chance, un luxe que les Panthers ont parce que sa production a toujours été là. Ceci étant dit, on continue. Peut-être aussi que ça va être une situation où, à un moment donné, on va être épuisé, rendu en mi-saison, rendu un peu plus loin. Parce qu'en ce moment, on est sur l'adrénaline. Peut-être pas, mais si c'est ça, ben parfait. C'est vraiment, vraiment chouette de voir les Panthers là où ils sont. Et peut-être, je dis bien peut-être, puis là, je sais qu'on n'a pas le même type de talent, là, mais on pourrait prendre des notes à Edmonton pour voir comment l'équipe se comporte. Parce qu'eux aussi ont fait la finale de la Coupe Stanley, malgré que pour les Oilers, ça a été un peu plus difficile le parcours là, pour se rendre là. Mais quand même, la belle culture des Panthers font en sorte qu'ils connaissent le succès qu'ils ont présentement. Ouais, puis écoute, Bobrovski, là, il est en bas de 900 aussi cette saison. Donc, tu sais, on parlait de Washington, que les gardiens peuvent s'améliorer et que ça va aider l'équipe. Ben, les Panthers aussi. Bon, Spencer Knight a bien fait là, en 4 départs. Ouais. Mais donc, mais Luc, il y a encore de la place à amélioration là, en Floride. Oui, puis tu sais, j'entends tous les beaux discours sur les Panthers. La question, c'est combien de vrais gros défis que les Panthers ont eu présentement depuis le début de la saison? Il y a ça. Tu as perdu contre les Canucks. Ils ont battu les Rangers, mais ils ont perdu contre les Canucks. Ils ont perdu contre le Wise. Ils ont gagné contre les Golden Knights en prolongation, je peux le donner. Mais je veux dire, tu avais deux grosses équipes qui font bien présentement dans l'Ouest. Mais puis que soit dit en passant, on s'attend à ce qu'ils soient aux séries éliminatoires, ou du moins qu'eux soient réellement dans le mix, contrairement à d'autres formations. Donc, tu sais, tu as perdu contre les Sénateurs, tu as réussi à battre les Bruins qui sont 3 ou 4, 7 et 1 depuis le début de la saison, tu as perdu contre les Sabres, tu as eu de la misère à gagner contre les Blue Jackets aussi, tu l'as emporté contre les Islanders, mais ça n'a pas été évident. Fait que je me dis à quelque part, cette formation-là n'a pas joué de façon répétitive contre les Leafs, contre le Lightning encore, n'a pas joué contre Colorado encore, même si c'est beaucoup difficile justement devant le filet aussi pour Colorado, n'a pas joué contre Winnipeg non plus. Fait que tu sais, on n'a pas joué contre vraiment des grosses formations du circuit à prévoir cette année, à l'exception des Rangers. Fait que tu sais, moi je pense un petit peu que les Panthers, ça va venir tranquillement, mais j'aime mieux qu'on commence tranquillement puis qu'on ait des victoires, ça va peut-être permettre même une petite pause là, durant l'entre-saison aussi. Mais tu préfères quand même un départ, tu préfères quand même un départ de la sorte comparativement aux Oilers. Puis, c'est ça, j'allais dire, Julien l'a dit en commentaire, mais je pense qu'affronter Dallas 2 fois en Finlande dans le décalage. C'est ça, j'allais dire. C'est un gros défi quand même. Ouais, il y a ça. Puis, anyway, depuis le 22 octobre, ils n'ont pas perdu. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Là. Oui, ils en ont échappé une coupe au début, mais là, ils font ce qu'ils peuvent pour remonter dans notre estime. Donc, on va leur laisser une petite chance pour l'instant. Puis sinon, Luc, là, on parlait des Golden Knights. On va parler un peu de la Pacifique parce que les Golden Knights, c'est très particulier quand même comme début de saison. On est 8-0-0 à domicile, 0-3-1 à l'étranger. Donc, ça nous donne 17 points en 12 matchs. Éventuellement, j'imagine que ça va se placer, mais c'est quand même assez cocasse là, comme début de saison chez les Golden Knights. Andrew, ouais, Luc, vas-y. Non, vas-y, excuse-moi, je pensais que tu me parlais, c'est pour ça. Ah ouais, non, ben écoute, c'est ça, Andrew, dans le fond, tes impressions sur le début de saison des Knights? Ben, honnêtement, c'est pas surprenant. En fait, c'est en 2 volets. Le premier volet, c'est que c'est pas surprenant parce que Vegas sort fort à chaque année. Surprenant dans le sens où on a eu beaucoup de départs importants dans l'alignement partant de l'équipe. T'sais, on a quand même perdu Marchessault, qui est quand même une perte quand même assez importante. Même si c'est pas mon joueur préféré, Chandler Stevenson prenait beaucoup de minutes au centre. Qui est parti pour Seattle. Il était quand même, c'est un joueur qui est quand même sous-estimé. C'est pas mon joueur préféré, mais ça reste quand même un bon centre de deuxième trio.
qui est parti de Vegas pour s'en aller à Seattle. Donc, tu sais, on a quand même perdu des éléments importants offensivement, puis on réussit quand même à trouver notre place au sommet du classement. Tu vois, Stone, écoute, c'est quasiment 2 points par match. Il a levé son jeu d'un cran. Espérons qu'il ne se blesse pas. Lui. C'est un classique de se blesser en décembre et de revenir en mars-avril. Mais écoute, même Michael, là, il y a eu un début de saison un petit peu fumant. Là, ça s'est un petit peu tranquillisé, mais tu sais, honnêtement, Vegas, ça ne me surprend pas dans la mesure où, comme je disais tantôt, c'est une équipe qui sort fort à chaque année. Tu sais, Hertel qui est là aussi, qui remplace quand même Stevenson comme deuxième centre. En plus de ça, tu rajoutes Barbachev à ce mix-là. C'est une belle équipe. Là. Absolument, absolument. Puis ce qui est intéressant aussi dans le Pacifique, Edmonton, qui avait été très lent là, à sortir des blocs en début de saison, on est déjà à quelques points là, de la tête. Bon, les Kings qui ont gagné là, hier, donc on est à 19 points maintenant, mais quand même, Edmonton, tu en gagnes 3 de suite, puis tu es de retour. Ce qui est intéressant aussi, les Golden Knights, là, comme le Rocket, 9 des 11 prochains matchs sont sur la route. Donc, il va y avoir tout un test là, du côté des Golden Knights. Sinon, Hugo, de ton côté, qui tu penses qui s'en va avec cette division-là? Est-ce qu'Edmonton va revenir fort et prendre la tête plus tôt qu'on le pensait? C'est difficile à dire. Je trouve tellement que c'est un mix weird. Là. Puis là, vous allez me dire, Hugo, t'es tout le temps stické ces gardiens de but, mais il y a une raison pour ça. Parce que je trouve que cette année, il y a un phénomène entre les équipes qui ont une énorme production offensive et la qualité de leurs gardiens de but. Tu sais, Vegas, leurs gardiens n'ont pas des stats incroyables. Même chose pour Edmonton. Vancouver, ça laisse à désirer. Mais justement, je voulais parler des Canucks parce que moi, je pense que les Canucks ont une chance encore cette année. Ils ont un bon corps, ils ont une bonne composition d'équipe. Encore une fois, ça passe par l'entraîneur, mais Rick Tocchet semble vraiment avoir fait sa place à Vancouver. Puis Quinn Hughes joue de manière exceptionnelle cette année. Vraiment, vraiment. On dirait que le système de jeu est implanté à merveille, puis ça marche. Donc, en prenant tout ça en considération, je pense que les Canucks ont une bonne chance de s'emparer de la tête de la Pacifique. Mais j'aime ce que je vois d'LA. Intéressant. Puis Luc, de ton côté, tes impressions là, sur cette division-là qui est un petit peu all over the place là, jusqu'à maintenant cette saison. Oh. Ben écoute, moi je vais te dire bien franchement, les Kings m'impressionnent. Vous vous souvenez l'an passé, on se questionnait tous au niveau de la performance du centre avec Pierre-Luc Dubois qui sous-performait, pour être honnête, là, pour un 9 millions par année. Moi, honnêtement, je suis étonné que même en l'absence de Drew Doughty, qui est quand même, de mémoire, je pense qu'il ne peut pas revenir c'est prévu avant le début du mois de décembre. Écoute, si les Kings sont en mesure de maintenir la cadence, de rester environ à 0,600 de moyenne de points récoltés, là, donc 6 points sur 10, je considère que les Kings vont avoir fait le travail amplement pour se tailler une place en séries éliminatoires et je serais même peut-être même pas surpris de les voir se batailler pour la tête de la série parce que je trouve que cette année, les jeunes ont pris un peu plus de place, mais aussi on semble travailler beaucoup mieux en équipe, ce qui était peut-être moins le cas l'an passé aussi du côté de Los Angeles. Puis ça, honnêtement, c'est très intéressant. On se disait tout le temps chez les Kings, ouais, les jeunes vont venir. Est-ce qu'ils vont arriver pour de bon? Moi, je pense que les jeunes sont arrivés. Est-ce qu'ils vont être capables d'être constants tout au long de la saison? C'est le gros point d'interrogation sur la côte ouest. Je tiens juste à rajouter que leur troisième trio est super électrisant. Alex Laferrière a 13 points en 14 games. Impressionnant quand même. Là. Et quand on parle de jeunes. Ben, exactement. Les jeunes sont arrivés. Quentin Byfield s'est établi aussi à partir de l'an dernier. Vraiment, c'est une belle progression. Puis, c'était quand même des gros risques, là, parce que je me souviens qu'on questionnait pas mal des choix au repêchage des Kings, mais finalement, ça a l'air de porter fruit pour l'instant. Pour certains, là, je parle justement de Laferrière, Byfield, de Brent Clark en ce moment, que ça va très bien. Ben, tu vois, j'allais parler de Brent Clark, justement. Tu sais, le malheur des autres en parlant de Doughty fait le bonheur des autres. Tu sais, Brent Clark mange les minutes de Doughty en ce moment. C'est pas mal lui le carrière numéro 1 de cette équipe-là, au détriment que Doughty est à l'hôpital. C'est bien triste. Mais tu sais, Clark, offensivement, il est présent. Il est là sur toutes les sauces. Il joue énormément de minutes par partie. Puis son développement, c'est sensationnel là, comparativement à quand il a commencé la saison dernière. Puis
sais, les Kings, là, on parlait de Byfield. Byfield, il y a un lent début de saison pour l'instant, mais je pense que ça va se replacer. Puis, les Kings, pour de vrai, c'est vrai qu'ils sont surprenants. Ils ont quand même fait beaucoup de changements durant l'entre-saison. Puis, écoute, des voir là, c'est quand même assez surprenant, surtout premier dans leur division. C'est quand même. Je ne m'attendais pas à ça, là, en fait. Là. Je voyais plus, mettons, les Oilers. Je voyais pas mal plus les Oilers dans cette position-là que les Kings, pour être bien honnête. Là. Ouais. Donc, c'est une surprise. On a peut-être un peu dormi sur les Kings dans nos prédictions, mais ça reste encore tôt dans la saison. Il y a une chose, c'est ce qui a fait mal dans cette division-là, puis qui va peut-être nous jinxer nos prédictions, c'est Thatcher Demko. Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être ça qui vient mélanger un peu tout ça dans la Pacifique. Ouais, mais oui. Ça... En souhaitant qu'il soit capable de rester en santé pour plus de 5 games. Il faut. Je leur souhaite au Canucks, on le mérite. Là. On a une belle formation de leur côté. Les gars, merci pour ce forum LNH, puis on se revient évidemment avec d'autres actualités la semaine prochaine.